Bonjour à tous, merci d'être encore là. Ça fait donc, ça fait quoi? Ça fait 2 heures, oui ça fait 2 heures en fait qu'on fait de l'économie, on est samedi. On va continuer. Donc là on a une session sur l'emploi. Je vais essayer de faire un petit dialogue éventuellement avec les autres sessions. Je pense que c'est la session d'ouverture, c'est vous Olivier, je pense que vous avez dit, d'une certaine manière, pour les ménages ça va, parce que leur épargne augmente. Et pour les entreprises, ça ne va pas. Et donc, je remercie le cercle parce que nous, on va parler des ménages. On nous a alloué 3/4 d'heure. Je ne suis pas si sûr que ça aille. Et comme vous l'avez dit, Philippe, peut-être que c'est la bombe qui vient. Et je pense qu'il faut être prêt, finalement, à pouvoir appréhender cette bombe et voir dans quelle mesure le plan de relance peut nous aider. Alors, si je rappelle un petit peu ce qui s'est passé au cours des derniers mois, très rapidement, on a quand même une situation incroyable, vous voyez, de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, ils ont détruit massivement des emplois. Ils ont mis tout le monde au chômage. Et en Europe, les gens ont demandé du chômage partiel. C'est quand même, c'est un travailleur européen sur 4 a demandé le chômage partiel. C'est-à-dire, en fin de compte, pour ceux qui l'ont obtenu, ils ont eu leur salaire payé par la Banque Centrale Européenne. Je veux dire, ça fait plusieurs années que tous ont fait de l'économie. Jamais on n'aurait imaginé il y a quelque temps de se dire qu'on va avoir une crise et puis c'est la Banque Centrale Européenne qui va payer le salaire des gens dans les entreprises privées. Aujourd'hui, en France, si on additionne les chômeurs et les personnes en activité partielle, on arrive à 11 millions de personnes. C'est pas loin de 40% de la population active. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes sur 5, on est au deuxième trimestre 2020, 2 personnes sur 5 qui aimeraient plus travailler que ce qu'ils travaillent aujourd'hui. C'est une situation qui est potentiellement explosive. C'est inédit. Et donc, réellement, il y a une urgence, et il y a une urgence sur l'emploi. Alors, des moyens ont été mis, 100 milliards dans un plan de relance, c'est vrai que c'est 4 points de PIB, c'est absolument colossal. Et alors, on peut se poser la question de est-ce qu'un plan de relance, ça permet d'améliorer la situation sur le marché du travail? Les économistes ont beaucoup regardé, mais ils ont surtout regardé l'effet des plans de relance sur l'économie. Vous savez, ils étaient complètement obnubilés par ce multiplicateur keynésien, c'est-à-dire que si on fait 1 euro de plus de dépenses publiques, est-ce qu'on va avoir plus que 1 euro de PIB? Donc là, il y a eu beaucoup de discussions. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ça va nous créer des emplois? Alors, c'est pas si facile. Il y a beaucoup de discussions. Ça dépend de l'endroit où on est dans le cycle. Vaut mieux le faire en bas de cycle. Ça dépend si on est endetté ou si on n'est pas endetté. Ça dépend des pays. Mais il y a une bonne statistique que j'ai trouvée, que je trouve qui est assez éclairante. C'est que si vous augmentez vos dépenses publiques d'1 point de PIB, en moyenne, vous réduisez le taux de chômage de 0,3 points de pourcentage. Donc, en gros, le plan de relance pour l'année prochaine, on se dit que c'est à peu près 50 milliards, c'est 2 points de PIB. Donc ça créerait à peu près 180, 190 000 emplois. Et étonnamment, ou peut-être pas étonnamment, c'est pas très loin du chiffre qui a été proposé par le Premier ministre, 160 000, qu'on pourrait quand même considérer comme extrêmement modeste, ou, dit différemment, ridiculement faible. On s'attend, je veux dire, en un an, entre le deuxième trimestre de 2019 et le deuxième trimestre de 2020, il y a eu 800 000 chômeurs de plus de catégorie A. Et puis même, si on se dit, on va faire quoi? On va créer 160 000 emplois en mettant 50 milliards, ça veut dire qu'on va mettre quelque chose comme 300 000 euros par emploi. Donc ça, ce ne serait pas vraiment un succès. On pourrait même se dire que ce ne serait pas bien du tout. Et donc, on va essayer de voir pendant cette session si, en regardant le contenu du plan de relance, on peut faire mieux. Parce qu'en effet, il y a des mesures. Il y a des mesures vis-à-vis des personnes qui ont des formations inadéquates. Il y a des mesures en faveur des jeunes qui arrivent, qui ont fini leur formation et qui arrivent là en septembre sur le marché du travail. Et donc, on a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Raymond Soubi, qui... vous avez 20 minutes pour parler, alors je ne vais pas prendre les 20 minutes pour présenter tout ce que vous avez fait dans votre carrière. Je vais dire que vous êtes un immense expert des relations sociales et
Et donc, je vous donne la parole. Merci. En me qualifiant ainsi, vous me rendez la tâche extrêmement difficile. D'abord, j'ai été très heureux du titre que vous avez donné à cette table ronde, qui ne l'est pas d'ailleurs. C'est l'emploi, première exigence. Vous avez mis première, et comme vous avez raison. Et en plus, vous n'avez pas mis un point d'interrogation après votre affirmation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que mon intervention va être fondée à la fois sur des analyses, mais aussi sur une expérience. Par métier, aujourd'hui, de direction d'une importante société de conseil sur tous ces sujets, j'ai une connaissance assez précise des intentions ou des absences d'intention ou des doutes de beaucoup de groupes français. Alors, je ne les citerai pas naturellement, mais c'est quand même très éclairant sur les mois qui se préparent devant nous. Un dernier point, l'emploi première exigence, bien sûr. C'est un élément de notre identité personnelle, c'est un moyen de satisfaire à nos aspirations, de satisfaire à notre progression, et donc sans emploi, ou avec beaucoup d'emplois qui disparaissent, c'est un trouble profond dans l'esprit de beaucoup de citoyens. Ajoutons que c'est un trouble grave parce que, et avec les chiffres que je vais rappeler dans un instant, nous ne sommes pas à l'abri de troubles sociaux très sérieux en raison de l'ampleur du sujet et si les populations concernées n'ont pas une espérance que sinon dans l'immédiat, du moins dans un très proche avenir, il y a des solutions et qu'on peut être optimiste. En clair, ça peut très mal tourner. Ça peut aussi très mal tourner sur le plan politique, parce que, comme dirait Bernard Sananès, s'il était encore avec nous, on voit très bien dans toutes les enquêtes depuis des années que les citoyens se détournent des institutions. Institutions politiques, institutions syndicales. Par exemple, dans l'une des dernières enquêtes du CEVIPOF, on voit, que l'appréciation positive des syndicats est à la hauteur de celle des banquiers. On peut s'en réjouir pour les banquiers, mais on n'est pas forcé de s'en réjouir pour les organisations syndicales. Et donc il ne faudrait pas que cette situation déjà très préoccupante dans la société française s'aggrave. Et enfin, je rappelle que depuis quand même 2-3 ans, on a connu des périodes sociales violentes sur des sujets relativement limités qui n'ont pas trait à l'emploi. Et donc nous sommes une société très inflammable. Tout ça donc doit nous rendre extrêmement attentifs à ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe sur l'évolution de la conjoncture économique, vous en avez parlé, vous avez donné les chiffres, je n'y reviens pas. Mais les conséquences sur l'emploi, on voit que sur le premier semestre de l'année 2020, 700 000 emplois, je dis bien 700 000 emplois, ont disparu de l'économie française, alors qu'on était sur un train les dernières années, création de 100 à 200 000 emplois nets, donc un écart colossal, et j'assume l'adjectif, et qui vraisemblablement va s'aggraver plus modestement au cours du deuxième semestre. Et deuxièmement, il y a l'arrivée de plus de 500 000 jeunes sur le marché du travail, et l'addition des deux phénomènes ne s'est jamais produite dans notre histoire. Alors la réponse à ça, c'est le plan de relance. Vous en avez parlé, beaucoup mieux que je n'en parlerai. Je dirais simplement ceci. Le plan de relance est bâti sur une théorie très juste et à laquelle j'adhère, et qu'on se bat en même temps, si j'ose dire, sur le court terme, c'est-à-dire comment faire redémarrer la machine et recréer des emplois, et sur des perspectives à moyen terme de l'économie, de là où il faut être. Vous en avez parlé, délocalisation, relocalisation, secteur. Quel est le plus important des deux objectifs? Alors, l'idéal, c'est de les mener en même temps. Mais est-il si facile que ça de les mener en même temps? Voilà donc ma question sur le plan de relance. En clair, il faudrait que le plan de relance amène à créer suffisamment d'emplois dans un temps relativement bref pour enclencher un cycle de confiance
et éviter les troubles que je viens de dire. Alors sur l'emploi, proprement dit, vous avez deux sujets. Vous avez l'emploi des jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est aujourd'hui dramatique. On voit très bien que l'État a pris des mesures très bienvenues, par exemple sur l'apprentissage et les contrats en alternant. L'apprentissage ne coûte plus rien aux entreprises qui le font, et nous sommes bien placés, nous, pour savoir que tous les efforts qui sont faits montrent qu'il y a des demandes de contrats en alternance et en apprentissage très importantes, et qu'en face, il y a très peu d'offres des entreprises, alors que pourtant, ça ne coûte presque rien aux entreprises. Alors, les raisons sont évidentes, mais enfin, c'est une situation. Et la position de l'État est dans ce cas de figure, et il a raison, nous allons développer des formations qualifiantes avant l'entrée en emploi pour perfectionner les jeunes et leur permettre, dans un second temps, de retrouver un emploi. Parenthèse, il y a eu une remarquable réforme de la formation, mais est-ce que notre dispositif de formation est à même, aujourd'hui, d'assurer un tel choc? Je crois qu'il faut quand même se poser la question. Alors, s'agissant des entreprises qui ont, pardon de l'expression, des emplois en surnombre, parce qu'il faut quand même voir la vérité en face. Beaucoup d'entreprises ont des emplois en surnombre. Alors, quelles sont la manière de traiter le sujet? Alors, il existe des outils que vous connaissez par cœur, je n'y assiste pas beaucoup et ne veux pas être technique. Vous avez eu longtemps les plans sociaux, contraints, qui supposent une justification économique, ce qui n'est pas simple, et une autorisation de l'État, ce qui est encore moins simple dans cette période. Vous avez les plans de départ volontaires, la RCC, dernière mouture, des ordonnances Macron du début du quinquennat. Il suffit d'une signature d'organisation majoritaire dans l'entreprise et, miracle absolu, il n'y a pas besoin de l'accord de l'État et il n'y a pas besoin de justification économique contrôlée. Et d'ailleurs, depuis des années, la principale outil des entreprises a été ces plans de RCC. Donc ça, c'est des organismes qui existent. Avait été développé un outil sur lequel je reviendrai dans une minute, qui sont les accords de performance collective, qui n'avaient pas pour principal objectif le maintien dans l'emploi, mais qui consistaient en fait, par des accords dans les entreprises, d'avoir des concessions mutuelles pour améliorer la performance de l'entreprise. Il fallait un accord majoritaire, et en échange, l'entreprise pouvait jouer sur le temps de travail, sur la mobilité professionnelle et sur les salaires. L'État a ajouté un dernier outil, là, qui est d'ailleurs son outil, l'outil des outils, qu'il a appelé d'un nom barbare l'APLD, c'est-à-dire l'activité partielle de longue durée. Alors qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est en fait un système par lequel, soit par accord de branche, et dessous il y a une décision de l'entreprise, soit par accord avec les syndicats majoritaires dans l'entreprise, celle-ci baisse le temps de travail de ses salariés jusqu'à un plancher de 60%, s'engage à maintenir ses salariés. Le temps qui n'est pas utilisé pour le travail, il est utilisé pour la performance. C'est présenté comme gagnant-gagnant parce que l'amélioration des performances sera utile aux salariés et sera utile aux entreprises. Et en échange, l'État maintient le dispositif le plus avantageux de chômage partiel. Et l'État, pour ceux qui ont des rapports avec lui sur leurs problèmes, pousse beaucoup les entreprises vers cette voie. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises sont en train de cumuler tout à la fois cet animal dont je viens de parler, des accords de performance collective pour réduire en vérité leurs coûts, hein, c'est parallèle, ce n'est pas le même sujet, et ça a été autorisé dans le décret qui a créé la PLD d'avoir recours à des plans sociaux et à des RCC. Alors, les difficultés de tout ça, la première, c'est que beaucoup dans notre entreprise sont dans l'incertitude de ce qui va se passer pour elles. Donc, si elles prennent des engagements, lesquels? Se lier, ne pas trop se lier. Moi, je vois des chefs d'entreprise qui disent la PLD, c'est admirable, retour à meilleure fortune, etc. Et il y a des chefs d'entreprise qui me disent, je ne suis pas idiot, ça peut être encore bien pire, allons-y carrément sur un plan social à l'ancienne.
Et donc, il y a des différences, des incertitudes sur l'avenir, il y a des différences sur les positions qui sont prises par l'entreprise. Et il y a quelques dangers qui, si vous me permettez, viennent de l'État. Premier danger, un certain nombre de gens dans l'État qui représentent une élite administrative restreinte disent qu'il faut éviter les effets d'aubaine. Donc ils sont en train, à l'heure où nous nous réunissons, de modifier les décrets qui sont sortis il y a très peu de temps en disant qu'il faut éviter les effets d'aubaine. Et donc il a été annoncé notamment que sur le système de la PLD, etc., qui est arrêté, un nouveau décret allait sortir dans quelques jours. Premier point. Le deuxième point, c'est que la ministre du Travail, que je respecte, que j'honore, que j'admire, a dit il y a 3 jours, dans une radio périphérique, qu'il fallait que l'État impose des clauses obligatoires dans les accords d'entreprise. Par exemple, sur les rémunérations des dirigeants. Je vous passe les détails. Bon. Ce qui veut dire que ça veut dire que l'État a la tentation aujourd'hui de se substituer aux partenaires sociaux, à la négociation collective, pour dire le bien et le mal. Quel est son objectif? Se faire bien voir des organisations syndicales qui demandent des contreparties. Et dire, les contreparties, certes, il y en a au niveau de la négociation d'entreprise, mais moi, je vais en imposer. Et ça, clairement, c'est un trouble dans la situation actuelle. Mon analyse de tout ça, en conclusion, c'est tous ces dispositifs sont excellents. Ils vont être utilisés. Ils vont être utilisés. Donc, à côté de la PLD, il va y avoir beaucoup de plans sociaux au cours des prochaines semaines. Et moi, je ne sais pas quelle va être la réaction, je rejoins ce que disait Bernard Sananès, de la population à cela. Parce qu'on a vécu au début, avec la cloche, si j'ose dire, du chômage partiel, on l'a dit, un salarié sur 2, rémunération payée par l'État, c'était admirable. Bon, l'État lève, et il a raison, la cloche du chômage partiel, et donc il faut aujourd'hui voir la situation en face, avec des solutions négociées, qui sont en cours de négociation et qui ne sont pas encore arrêtées. Et donc, pour dire la vérité, moi je suis très, très inquiet. Il faut, je le dis à l'État, je le dis aux entreprises, je le dis aux partenaires sociaux, parce qu'il faut quand même leur signature, notamment pour une partie des dispositifs que j'ai indiqués. Je suis inquiet parce qu'il faut que le dispositif de formation professionnelle qui va être massivement sollicité tienne, ce qui n'est pas évident. Et enfin, je terminerai par ceci, c'est qu'au-delà des problèmes de l'emploi stricto sensu, il y a des questions de l'organisation du travail. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est les réflexions dans un certain nombre d'entreprises sur le télétravail, non pas sur le télétravail aujourd'hui, mais sur le télétravail comme moyen définitif. Il y a un grand groupe automobile, c'est public, qui a annoncé que 70% hors site de production allaient être en télétravail. Alors, il y a bien sûr des économies sur les coûts immobiliers, mais il faut bien voir que dans l'intention d'un certain nombre d'entreprises, et il faut les comprendre, elles se disent, grâce à un recours permanent au télétravail, je peux élargir mes champs de recrutement et même je peux externaliser hors de France beaucoup plus facilement, comme le font d'ailleurs certains secteurs, nos activités. Et donc il ne faudrait pas que tout ceci aboutisse non pas à une relocalisation de l'emploi, mais à une délocalisation de l'emploi.